Il est né sans magie et a été traité comme s'il ne devait pas exister. Jeté en sacrifice, il a été abandonné sur une île où seuls les démons survivent. Mais au lieu de mourir, il a été choisi par un demi-dieu. Entraîné non seulement à se battre, mais aussi à se tenir enfin sur ses deux jambes pour la première fois de sa vie. Quand des légendes deviennent tes professeurs, la faiblesse n'est plus une option. C'est l'histoire d'un garçon qui a appris ce qu'est la force en retrouvant sa propre valeur. C'est parti! L'histoire commence avec le protagoniste Goto Toma qui se lamente sur son sort. Bien qu'il soit né fils aîné de la famille Godo, il a été incapable de développer la force nécessaire pour devenir un épéiste. Tout le monde autour de lui disait qu'il plaignait leur maître, mais qu'on ne pouvait rien y faire. Le protagoniste était un raté incapable de maîtriser la magie. Il voulait juste qu'on le remarque. Son père le battait le traitant de faible et de honte pour la famille Godo. Le protagoniste avait beau hurler, la violence de son père continuait. Personne ne le remarquait. Sa mère, en lui caressant doucement la tête, lui disait qu'il était un enfant fort. Il était son petit, sa fierté. Le protagoniste sanglotait amèrement. « Maman, je ne suis pas fort du tout. » Alors qu'elle mourait, elle lui a demandé pardon, l'appelant son pauvre fils. Depuis combien d'années cela durait-il? Il s'entraînait de toutes ses forces. De haut en bas, sans relâche, il balançait son épée. Cette fois, il allait réussir. C'était l'heure de la collation. Le protagoniste est allé dans sa chambre. La honte de la famille Godo n'avait pas droit à de la nourriture, seulement à des pilules nutritives. Ainsi, il pouvait obtenir efficacement les nutriments nécessaires. Le goût était infâme. Cela l'avait beaucoup fait pleurer par le passé, mais maintenant il n'en sentait même plus le goût. Après avoir pris les pilules, le protagoniste est retourné à l'entraînement. À ce moment-là, son jeune frère Guru Toji est apparu avec ses amis. Il a traité Thomas de déchet et lui a demandé qui l'avait autorisé à utiliser le terrain d'entraînement. Le protagoniste effrayé a prononcé son nom. Son frère a ricané. Toji. Tu devrais m'appeler Maître Toji. Après ces mots, il a poussé le protagoniste si fort qu'il a été projeté plus loin. Son frère lui a demandé d'un ton moqueur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était juste une petite poussée, non? Je n'arrive pas à croire qu'on ne puisse même pas s'amuser un peu. Vraiment, quelle vie de merde sans même la force d'utiliser la magie. Le protagoniste, en se relevant péniblement, pensa « la magie ». Elle réside en chaque personne et exerce un pouvoir immense en circulant dans le corps. Il semblait qu'il possédait lui aussi des capacités magiques, mais pour une raison inconnue, elles ne circulaient pas en lui. Toji remarqua d'un ton moqueur « Il se contente d'agiter un bâton tous les jours. » Pour une raison que j'ignore, est-ce que quelque chose aurait changé? Le protagoniste pensa « Seuls les bébés n'ont pas de pouvoir magique qui circule en eux. Je ne vaux pas mieux qu'un enfant et maintenant je ne peux même pas répondre à mon cruel frère. »« Tu m'ignores » s'exclama Toji irrité. « Quel culot !» Il se jeta à nouveau sur le protagoniste et le roua de coups de pied. Le protagoniste ne pouvait s'empêcher de penser à son corps anormal, un corps qui contenait du pouvoir magique mais qui ne le laissait pas circuler. C'est pourquoi il n'y avait pas de place pour lui ici au pays du soleil. Toji l'intimida d'un claquement de doigts et le protagoniste sursauta. Son frère éclata de rire et dit à ses amis de regarder comme il était effrayé. Ses amis idiots se sont mis à rire comme des hyènes et ont dit à leur chef de ne pas le taquiner ainsi. On dirait qu'il a un talent pour faire le clown. Le protagoniste se dit « Je suis vraiment le plus faible du monde ». Se remettant sur pied, le protagoniste s'excusa timidement auprès de son frère de l'avoir dérangé. Son frère lui dit sarcastiquement de prendre son temps. C'étaient là ses excuses pour avoir fait le clown. Maintenant qu'il allait lui montrer de quoi il était capable. Le protagoniste effrayé lui répondit que non. Au pays du soleil, il existe des gens que l'on nomme les épéistes. Chaque épéiste possède une arme dotée de capacités uniques. C'est le pouvoir le plus important du pays du soleil. Toji lui dit d'un ton moqueur de bien regarder. « T'as compris !» Le frère activa son pouvoir magique, invoqua sa compétence ardente et s'exclama « Toi ». L'arme brilla dans ses mains, c'était l'épée du destin. Toji foudroya Thomas du regard et déclara « C'est mon épée du destin. Thomas, tu devrais aussi sortir la tienne. Après tout, mon arme brûle tout ce qu'elle touche. » Il pressa son épée contre la gorge du protagoniste et afficha un sourire narquois. « Alors, tu n'as même pas ta propre épée? » Son frère et ses amis éclatèrent d'un rire mauvais. Thomas pensa « Un pouvoir que je n'ai jamais pu obtenir malgré tous mes efforts. L'épée du destin peut être obtenue de l'empereur aux âges de 3, 5 et 7 ans. Cela s'appelle la bénédiction impériale. Quiconque vit au pays du soleil peut y participer, mais l'épée du destin est en grande partie liée aux ancêtres. La plupart des participants viennent d'une lignée d'épéistes et lui aussi appartient à l'une d'entre elles et pas des moindres. L'un des 7 grands saints célestes détenteurs du rang violet n'est autre que son père Goju Togan. Personne ne doutait que son épée du destin se manifesterait lorsqu'il est venu recevoir la bénédiction impériale. Mais au milieu des rires moqueurs de l'assemblée, son épée ne s'est pas manifestée. Son père était furieux et Toji continuait ses moqueries, espérant que cet imbécile ne le ménagerait pas.
leur famille de fiers épéistes qui avaient protégé la famille impériale depuis des générations. Et un tel rebut était né dans la vénérable famille Godou. Il ne voulait pas en avoir honte éternellement, pensa humblement le protagoniste. Il n'avait pas choisi de naître dans cette maison. Comme si Toji avait entendu ses pensées. Il éclata d'un rire dégoûtant et dit « Oui, il est né comme ça parce que sa mère était aussi une ordure. C'était une vraie mauviette. La racaille reste de la racaille. » Le protagoniste ne pouvait plus le supporter. Il hurla furieusement à son frère de ne pas dire de mal de leur mère. Sur ces mots, il se jeta sur Toji avec son bâton. Son frère le repoussa facilement parant son attaque et lui dit de se calmer. Il ajouta « D'après notre père, il n'aimait notre mère que pour son visage, rien de plus. » Thomas, enragé, tenta de frapper à nouveau son odieux frère, mais Toji trancha son bâton avec son sabre. Il continua d'un ton moqueur en se souvenant « 3 ans se sont écoulés depuis qu'il a commencé à faire semblant de s'entraîner et chaque jour il brandit son bâton sans se fatiguer. Mais tous ses efforts étaient vains. Eh bien, parfois c'est bien de se lever tôt, on dirait qu'il n'a rien fait du tout, même pas fatigué. » Un de ses amis remarqua « Son comportement désespéré est devenu encore plus absurde. » Toji dit « Eh bien qu'il devra choisir sa fiancée plus soigneusement de peur de suivre les traces de notre père. Être le prochain chef de la famille ne sera pas facile. » Il se pencha sur le protagoniste abattu et remarqua « Est-ce que tu comprends maintenant que les efforts de toute ta vie ne valent même pas une seule journée? » Le protagoniste pleurant en silence pensait qu'il voulait juste être reconnu. Il ne désirait rien d'autre. Quelque temps après le jour du sacrifice sur l'île de Gokuma arriva enfin. Ton pensait que l'exil serait une bonne méthode. Il jura et s'exclama. Cependant, il se demandait depuis longtemps quand il le tuerait de ses propres mains. Mais s'il le faisait, il y aurait un scandale. Alors jusqu'à présent, il l'avait laissé en vie. L'homme serra le poing de rage et cria avec colère. Cette méthode peut éliminer cet incompétent sans conflit et la réputation de notre famille sera restaurée. Il activa de la magie de feu dans sa main et déclara d'un ton menaçant « Alors il faut mettre ce plan à exécution. » Pendant ce temps, le protagoniste mangeait les pilules de nourriture. À ce moment-là, des épéistes s'approchèrent de lui et lui demandèrent son nom. Le protagoniste devint méfiant. Il savait qui ils étaient et leur demanda ce qu'ils voulaient. Le chef des épéistes ordonna à ses subordonnés de l'emmener. Les hommes attrapèrent le protagoniste et l'entraînèrent de force. Thomas se débattit leur criant « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous me voulez? » Les épéistes lui dirent brutalement de la fermer et le giflèrent. Finalement, il comprit où on l'emmenait. L'empereur du pays du soleil était assis devant lui. Les personnes présentes murmuraient entre elles. « Est-ce que c'est le fils aîné de la famille du Godot? C'est vraiment vrai. » Alors c'est lui le sacrifice d'aujourd'hui. Le protagoniste pensa « D'accord, je ne ferais mieux pas d'ouvrir la bouche ici. » L'empereur regarda le protagoniste et dit « C'est donc lui. C'est ce type le sacrifice cette fois-ci. » L'épéiste répondit par l'affirmative. Le protagoniste était stupéfait. Cet homme, c'est l'empereur en personne. À ce moment, Togan apparut devant l'empereur. Le protagoniste appela son père plein d'espoir, mais l'épéiste qui le tenait le frappa et grogna. Il lui dit de la fermer. Togan se tourna vers l'empereur et lui dit que Thomas était son malheureux fils. L'empereur demanda à l'homme « Est-ce que ce garçon convient? » Togan tomba à genoux devant le seigneur et s'exclama avec naturel. « Nous sommes la famille Godot, les loyaux serviteurs de votre majesté l'empereur. » Il était sûr qu'il le désirait vraiment. De plus, le sang de pêcheur pourrait ne plus être suffisant. En d'autres termes, si ne serait-ce qu'une goutte de sang impérial noble coule dans ses veines, cela pourrait tout changer. Par conséquent, cette fois, il a décidé de sacrifier son fils. Le protagoniste se demanda surpris. « Un sacrifice? De quoi est-ce que mon père est en train de parler? » L'empereur réfléchit aux paroles de Togan. Puis il lui dit que le sacrifice était à l'origine un rituel pour apaiser un esprit vengeur. On dit que le sang noble a une réelle importance et que lui, son loyal sujet, pourrait vraiment assumer ce rôle. Essuyant les larmes qui lui montaient aux yeux, l'empereur continua. Il sacrifiait des pécheurs en dernier recours. Mais c'est peut-être précisément pour cela que dans les récentes lectures, l'intervalle entre les futures catastrophes se raccourcit. Finalement, l'empereur s'exclama « Bien, cette fois le sacrifice sera le successeur de la famille Godot. » L'empereur se leva de son trône et ordonna à tout le monde de faire les préparatifs. Les épéistes inclinèrent la tête et lui répondirent « À vos ordres. » Le protagoniste s'exclama confus et désemparé. « Qu'est-ce qui se passe? Un sacrifice, ce n'est pas une blague? Il vient à peine de commencer à vivre, pour ainsi dire. » L'épéiste activa silencieusement le sceau du sacrifice et en marqua le protagoniste. Pendant ce temps, l'empereur dit à Togan que sa résolution était grande et qu'il l'acceptait donc. La famille Godot est une parente éloignée de la famille Hiyu. Il y a donc des gouttes de leur sang dans leurs veines. On ne pourrait trouver de meilleur sacrifice. Après avoir salué l'empereur, Togan, satisfait, retourna à ses occupations. Pendant ce temps, notre protagoniste souffrait le martyre à cause de la marque.
Les personnes présentes jubilaient une marque digne d'une ordure. La famille Godot avait bien manigancé son coup. De cette façon, la famille pouvait sauver la face et régler le problème de son incompétence. Quel spectacle hilarant! Le protagoniste, se tordant de douleur, regarda son père partir. Il voulut l'appeler, mais il perdit connaissance. Quelque temps plus tard, le protagoniste se réveilla, une lumière vive l'éblouissant directement. Il plissa les yeux et regarda autour de lui, apercevant un crâne avec un trou dans l'os frontal juste à côté. Pris de peur, le protagoniste sursauta, se prit la tête entre les mains et se demanda « À quoi est-ce que je pense? »« Mon père. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il vit alors le soleil couchant marqué au fer rouge sur sa poitrine, la preuve qu'il avait été sacrifié. Le protagoniste confus regarda devant lui et vit l'île de Gokuma. Thomas connaissait la légende. Il y a longtemps, le premier empereur qui fonda le pays du soleil soumit un démon, mais celui-ci devint un esprit vengeur et apporta le malheur sur ses terres. Et une fois tous les 10 ans, pour apaiser la colère du démon, un sacrifice est offert sur l'île où il a été tué. Et cette île, c'est l'île de Gokuma, se dit le protagoniste avec résignation. C'est donc comme ça qu'ils l'ont abandonné ici. Il repensa au fait qu'il avait toujours cru que peu importe comment il le traitait, sa famille ne l'abandonnerait jamais. Il continuait de croire qu'un jour il serait accepté. Son cœur y croyait. Le protagoniste, profondément blessé, éclata en sanglots. Était-ce arrogant de vouloir que quelqu'un l'accepte? Était-ce mal de chercher un endroit où il serait accepté? S'il était né dans une famille normale et avec un corps normal, est-ce que quelqu'un l'aurait accepté? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait plus rien. À cet instant, des monstres apparurent devant lui et commencèrent à s'approcher. Leur apparence et leur comportement n'auguraient rien de bon. Le protagoniste se mit à rire de manière hystérique et en entendant le rugissement terrifiant de ses ennemis, il pensa « Je suis si fatigué. Que tout ça se termine. Moi aussi, je vais rejoindre ma mère. » Le protagoniste s'allongea sur le sol et ferma simplement les yeux, attendant son destin. Soudain, quelque chose se produisit. Un tourbillon magique apparut de nulle part et tous les monstres reculèrent devant Thomas. Il regarda autour de lui surpris et se dit « Je ne suis pas mort. » Sa mère l'avait toujours protégé, implorant son pardon pour lui avoir donné un tel corps. Mais sa mère n'y était pour rien. Serrant plus fort son bâton, il décida que, quoi qu'il arrive, même s'il était né dans un corps méprisé, il était digne d'être le fils de sa mère. Il survivrait jusqu'au bout. Le protagoniste espérait que sa mère serait fière de lui et il allait le lui prouver. Le protagoniste prit une posture de combat et cria au monstre « Hors de mon chemin !» Les adversaires se ruèrent sur lui et il commença à parer leurs attaques, essayant de contre-attaquer. Il balançait son bâton à gauche et à droite, jurant et poussant un cri de guerre, mais leur force était inégale. Très vite, les monstres l'encerclèrent, le déchiquetant avec leurs énormes dents. Le protagoniste continuait de résister. « Non, je ne mourrai pas. » À cet instant, le demi-dieu Tonin apparut et s'exclama d'une voix forte « Waouh, quelle résilience incroyable !» Le protagoniste le regarda surpris. Le demi-dieu dispersa tous les monstres d'un revers de la main, les décapitant. Le protagoniste perdit connaissance. Une fois les ennemis anéantis, Tonin dit perplexe « C'est bien que je l'ai aidé, mais que s'est-il passé? » Il s'éleva dans les airs, regarda aux alentours et demanda déconcerté « Quelle est cette île? » Une barrière avait été érigée sur l'île, empêchant toute intrusion. Une barrière ridiculement vieille, mais incroyablement puissante, et elle était conçue pour que seuls ceux d'une certaine lignée puissent en la traverser. Le principe était simple mais puissant. Au moins rien n'était scellé. Quoi qu'il en soit, je devrais étudier cette barrière de plus près. Il y a beaucoup de monstres puissants sur cette île. J'imagine qu'il sera difficile d'explorer la barrière tout en combattant dans le chemin. J'aurais dû le remarquer plus tôt. À cet instant, le protagoniste reprit connaissance et les monstres se ruèrent sur lui. Il tenta de les repousser à nouveau, mais que pouvait-il faire contre eux? Ils lui déchiraient le corps. Tenez, observant d'en haut, s'exclama « Quelle force vitale immense !» Le demi-dieu attaqua les adversaires, les éliminant d'un seul revers de la main, puis se pencha sur le protagoniste. Quelque temps plus tard, le protagoniste reprit ses esprits et réalisa qu'il se trouvait dans une grotte allongée sur une fourrure douce avec Tonin assis en face de lui. Le demi-dieu lui demanda « Tu es réveillé. Comment te sens-tu? » Le protagoniste, commençant à se ressaisir, dit « Mon corps. » Oui, en effet, il y a une marque dessus. En s'examinant, il fut surpris de constater que les cicatrices et la marque du sacrifice avaient toutes deux disparu. Le protagoniste était perplexe, se demandant comment c'était possible. Le demi-dieu, tirant sur sa pipe, lui dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé la technique de guérison, mais qu'elle était toujours efficace. Le protagoniste s'excusa confus. Il ajouta que c'était grâce à lui le maître qu'il était encore en vie, qu'il le remercie bien. Tonin se mit à rire et lui dit de ne pas s'en faire. En réalité, il l'avait trouvé par hasard. Thomas lui demanda surpris « Et c'est déchu ?» Le demi-dieu répéta « Les déchus. » Je me suis simplement occupé de ces monstres. Le protagoniste était abasourdi. Vous en occupez. Il s'était occupé de cette horde tout seul.
Il savait pertinemment qu'au pays du soleil, les capacités des épéistes et des démons étaient divisées en 6 niveaux. Il y avait le violet, le bleu, le rouge, le jaune, le blanc et le noir. Les déchus sont généralement de rang blanc, mais ces groupes de déchus étaient probablement de rang rouge ou bleu. Le fait est qu'une personne ne peut pas atteindre l'île de Gokuma à moins d'être de rang violet. Le fait qu'il soit venu sur cette île de son plein gré suggère qu'il est un homme aux capacités considérables. S'il est si puissant, il devrait y avoir des indices dans l'atmosphère. Mais la présence de l'âme du maître est si faible qu'il ne la remarque même pas quand il l'appelle. Il n'y a qu'un seul être qui satisfait à tous ces phénomènes. Thomas demanda à son sauveur « Vous êtes un demi-dieu, n'est-ce pas ?» Tennant lui demanda surpris « Tu connais les demi-dieux à un si jeune âge ?» Oui, le protagoniste savait. Les demi-dieux sont des humains qui ont accédé au royaume divin. Il est rare de trouver quelqu'un qui a réussi à s'échapper de la vie terrestre. Le protagoniste s'inclina profondément devant lui et dit « Je n'aurais jamais pensé qu'un tel phénomène me viendrait en aide. » Tennant lui répondit avec perplexité, lui ayant demandé de ne pas être si formel. Dieu, demi-dieu, divinité, peu importe. En fait, ce ne sont qu'une bande d'excentriques et c'est tant mieux. Le protagoniste le regarda surpris. Le demi-dieu lui demanda « Alors qu'est-ce que tu fais sur cette île ?» Le protagoniste hésita et dit « Ce n'est pas une histoire très intéressante. » Pourtant, il raconta à Tennan comment il avait atterri à cet endroit. Il avait voulu faire court, mais le temps qu'il s'en rende compte, il lui avait déjà tout raconté du début à la fin. Il s'excusa penaud, ajoutant qu'il voulait faire court, mais que les choses avaient tourné ainsi. Le demi-dieu répondit « Ce n'est rien, voyons. C'est bon. Je comprends. » Tennan se demanda si c'était la raison pour laquelle il portait cette marque. Une technique de pistage et une marque de mort. Cette marque attire les démons. Ceux qui sont marqués seront suivis leur vie et leur mort surveillée. Empêcher ce garçon de s'échapper. Apparemment, cette technique est utilisée pour assurer une mort certaine. Et comme il l'avait retiré, le pistage avait signalé sa mort. Il le dit à voix haute. « Quelle histoire répugnante. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? » Le protagoniste marqua une pause. Il ne le savait pas. Il comprenait à peine ce qui s'était passé, ou plutôt, il ne s'en était pas encore remis. Le demi-dieu lui dit qu'il pouvait l'accompagner s'il voulait retourner dans sa ville natale. Thomas pensa qu'il n'aurait nulle part où aller en rentrant et que si on le voyait, les choses ne feraient qu'empirer, dit-il avec résignation. Avec un corps qui ne peut pas utiliser la magie. Où qu'il aille, il ne sera jamais le bienvenu. Tennant lui tapota la tête et lui demanda de lui dire ce qu'il voulait vraiment. Le protagoniste le regarda perplexe et répondit « Je veux vivre. Je veux que ma mère soit fière de moi, qu'elle soit fière que je sois en vie. » Le demi-dieu demanda pensif « Vivre, c'est une bonne réponse. » Il demanda au protagoniste de lui dire son nom. Le protagoniste se présenta. Tennant dit « Excellent. Eh bien, dans ce cas, tu deviendras mon apprenti. » Le protagoniste le regarda perplexe et demanda avec stupéfaction « Vous voulez me prendre comme apprenti? » Le demi-dieu sourit, caressa sa barbe clairsemée et dit « Pour te dire la vérité, ma vie touche déjà à sa fin. » Thomas n'en revenait pas. Les demi-dieux pouvaient aussi mourir de vieillesse, Tennant confirma que c'était vrai. Il était humain après tout. Tout humain mourra un jour. Ayant atteint l'illumination, il comprenait la vraie nature de la vie, son début et sa fin. Il avait toujours eu le sentiment qu'il lui manquait quelque chose. Pour le confirmer, il décida de parcourir le monde. Il a vu des gens arrogants vivre leur vie pleinement. Des gens qui avaient succombé au désir du monde. Cependant, il n'y avait pas que des ténèbres. Même dans un tel monde, il y avait de la place pour une bonté pure et innocente. Il a vu tant de choses. Pourtant, il était troublé par la question de savoir ce qui resterait de lui après son départ de ce monde. Et c'est ainsi qu'il décida de lui transmettre tout son savoir. Le demi-dieu pointa un doigt vers le protagoniste étonné et continua. Il avait perfectionné ses compétences de combat pendant des siècles, atteignant la perfection dans les techniques martiales. En un instant, il réalisa que s'il transmettait ce savoir à son élève, son souvenir vivrait à jamais dans ce monde. Le protagoniste confus répondit qu'il comprenait tout. Cependant, tout cela était inutile. Tennant le regarda avec perplexité. De quoi parlait-il? Le protagoniste continua. Il n'y avait aucune magie dans son corps. Avec un corps aussi inutile, tout serait vain. Le demi-dieu lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Il l'aiderait à restaurer sa magie. Thomas le fixa incrédule. Qu'avait-il dit? Il pouvait vraiment le faire, dit Tennant. Bien sûr, bien sûr. Il devrait endurer une douleur comparable à des milliers d'entraînements infernaux. Savait-il ce qu'était un corps céleste? Le protagoniste lui répondit que non. Le demi-dieu poursuivit. Un corps céleste était une technique d'amplification spéciale. De plus, cela augmentait considérablement le flux de magie. On l'appelle le corps du démon céleste. Cependant, il ne fallait pas les confondre. La différence, bien que subtile, était bien présente. Il lui montra clairement cette différence, ajoutant qu'à son avis, il maîtrisait déjà les bases. Thomas avoua qu'il s'entraînait depuis sa naissance et ne subsistait que de pilules nutritives. Tennant parla avec compréhension. Il comprenait maintenant le problème. Son corps céleste était incomplet.
La magie prenait sa source dans le cœur puis se distribuait dans tous les organes. Ce n'est qu'à la fin qu'elle atteignait les muscles, leur conférant une force incroyable. La raison de sa faiblesse était que son corps contenait trop de magie et ne pouvait pas la supporter. Le protagoniste qui écoutait attentivement dit avec surprise « Mais alors il aurait dû mourir !» Le demi-dieu expliqua que son cas était tout à fait unique. Son flux magique était trop étroit l'empêchant de circuler correctement. En gros, seule une fraction de sa véritable puissance circulait dans son corps. Pour ainsi dire, cette affliction lui a sauvé la vie, sinon il serait mort en bas âge. Le protagoniste, confus et perplexe, demanda de quoi il parlait. Tonine poursuivit. Très probablement, sa mère s'en était rendue compte aussi et a absorbé sa magie pour lui sauver la vie. C'est pourquoi elle est morte si jeune. Le protagoniste faillit pleurer en entendant ces mots. Le demi-dieu résuma. Dans tous les cas, il fallait d'abord élargir ses canaux magiques. Une fois qu'il serait restauré, il faudrait accélérer le flux de magie et le faire circuler à nouveau à son rythme normal. Thomas, incrédule, demanda « Alors mon corps se rétablira ?» Le demi-dieu répondit que naturellement cela ne suffirait pas. À cause de la stagnation prolongée de la magie, ses veines ne pourraient pas supporter un flux aussi puissant tout de suite. Pour les restaurer complètement, il faudrait les détruire et les reconstruire à plusieurs reprises. Quand il ouvrirait le flux, il ressentirait immédiatement une douleur atroce. « Es-tu prêt pour ça ?» Le protagoniste réfléchit confus. Pour restaurer sa magie, il devrait endurer un tourment insupportable. Mais malgré cela, il accepta. Tonin lui demanda à nouveau « En es-tu sûr ?» Le protagoniste pensa qu'il avait été sacrifié à cause de sa faiblesse. Il ne voulait plus jamais être comme ça. Il s'inclina devant le demi-dieu et dit « S'il vous plaît, aidez-moi. » Tonin tendit la main et répondit « D'accord alors que mon élève se prépare. Il est temps de commencer. » Il souleva le protagoniste dans les airs avec son pouvoir magique et commença à élargir ses flux, lui disant d'endurer et de ne pas perdre connaissance. S'il ne pouvait pas le supporter, il mourrait. Le protagoniste se mit à trembler, sentant comme si son corps était démembré vivant. C'était une douleur vraiment infernale. Du sang coulait de ses yeux, de ses oreilles et de son nez et de sa bouche. Tous ses muscles se convulsèrent et il hurla d'une voix inhumaine. Tonin était stupéfait. Sa magie était trop puissante. Son corps ne pouvait pas la supporter. Ses techniques de guérison n'étaient pas suffisantes. Il cria à Thomas de se concentrer, sinon son corps exploserait. Le protagoniste se tordait terriblement. Il haletait de douleur. Son corps tout entier était transpercé par une douleur insupportable, différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Cependant, il pouvait l'endurer. Il jura qu'il ne mourrait jamais. Le demi-dieu pensa à lui avec respect. Son corps tout entier était déchiré par une douleur insupportable, mais il l'endurait avec ténacité. Ils avaient presque réussi. Il avait une volonté incroyable. Au bout d'un moment, le protagoniste gisait inerte dans ses bras. Tonin n'était pas au mieux de sa forme non plus, reprenant à peine son souffle. Il parvint à peine à parler. Enfin, ils avaient terminé. Il regarda le protagoniste inconscient et pensa « Même avec le pouvoir d'un demi-dieu, j'ai à peine réussi à contenir sa magie. Mais il a réussi. Même sous la menace de la mort, il a réussi à endurer cette épreuve. » Le demi-dieu soupira et fit de la remarque « Quel élève problématique j'ai là. » Il essaya de réveiller le protagoniste, mais Thomas ne reprenait pas connaissance. Tonin se reprocha d'en avoir trop fait, mais tout ce qu'il avait à faire était de lui apprendre à manier un tel pouvoir. 5 ans s'étaient écoulés depuis que le protagoniste avait commencé son entraînement. Il avait maintenant 15 ans. Lors de sa leçon suivante, il dut combattre un démon fou à 3 yeux. Il prit une posture de combat et invoqua une technique céleste ainsi que la chute des montagnes. D'abord, le protagoniste écrasa simplement la tête de l'adversaire dans son corps, puis il le déchira en morceaux. Peu importe la résistance du monstre, tout fut en vain. Une fois le démon vaincu, Tonin félicita son cher élève. Il avait fait un excellent travail. Thomas fut surpris par son apparition. Le demi-dieu lui dit qu'il était heureux de voir qu'il était déjà assez fort pour tuer des démons à 3 yeux. Cependant, il lui manquait encore de la grâce. Le protagoniste buvait avidement chacune de ses paroles. Le maître songea qu'en 5 ans, son élève avait déjà maîtrisé les bases des techniques célestes, mais qu'il avait encore un long chemin à parcourir pour atteindre son niveau. Thomas, en analysant son combat, pensa que s'il avait esquivé à ce moment-là, il l'aurait vaincu quelques secondes plus vite. Tonin, le regardant avec un sourire, lui annonça que sa dernière épreuve l'attendait maintenant, s'exclama le protagoniste perplexe. De quoi parlait-il? Il avait encore tant de choses à apprendre de lui. Le maître lui dit que, bien sûr, il ne lui avait pas tout enseigné, mais qu'il connaissait déjà les bases. Il ne lui restait plus qu'à parfaire ses compétences. De plus, son temps était compté. Il plaça sa main sur son visage et son œil devint visible à travers la peau de sa main. Le demi-dieu poursuivit. Il lui avait déjà dit, lors de leur première rencontre, qu'il lui restait peu de temps. Il semblait que ce moment était arrivé. Le protagoniste, les larmes aux yeux, se tourna vers lui avec anxiété. Tonin s'indigna. Il ne devait pas faire une tête si triste. Un élève se doit de dire au revoir à son maître avec un grand sourire. D'ailleurs, il ne devrait pas s'inquiéter pour lui en ce moment.
Sa dernière épreuve consisterait à atteindre le centre même de l'île. Plus tu t'avanceras, plus les démons deviendront puissants et au centre, il y aura de nombreux monstres de rang violet. Il était certain qu'il réussirait l'épreuve finale. Le protagoniste répondit qu'il y parviendrait. Le maître ajouta que lorsqu'il y arriverait, il obtiendrait le pouvoir dont il avait toujours rêvé. Peut-être y trouverait-il ce qu'il avait toujours cherché. Le protagoniste surpris lui demanda à nouveau « Qu'est-ce que je cherchais ?» Tennant répondit qu'il n'était pas certain qu'il y ait une sortie. Mais vu tout le temps qu'il avait passé ici, il était certain qu'on pouvait quitter cette île. Mais dans tous les cas, il devait d'abord réussir l'épreuve finale et ensuite il pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Il pourrait rentrer chez lui ou partir en voyage. Qu'il suive les désirs de son cœur. N'était-ce pas ce à quoi il aspirait? Thomas lui répondit avec détermination. Il avait tout compris. Il réussirait l'épreuve, c'était certain, et ensuite il suivrait ses désirs. Tous deux peinaient à retenir leurs larmes face à la séparation imminente. Le maître lui dit « C'est bien ». Il était heureux d'avoir passé le reste de sa vie avec lui, son cher élève. Ils se dirent adieu et Tennant disparut dans les airs. Le protagoniste contempla longuement le ciel, puis repensa aux paroles de son maître qui lui avait dit être heureux d'avoir passé toutes ces années avec lui. Il lui avait tant donné. En fait, il lui avait consacré le reste de sa vie. C'étaient les moments les plus heureux de son existence. Le protagoniste n'en pouvait plus. Ses genoux flanchèrent. Il s'effondra sur le sable et en pleurant murmura des mots de gratitude à son cher maître. 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort de ce dernier. Le protagoniste était en train d'accomplir l'épreuve finale que Tenren lui avait confiée. Il s'enfonça dans les profondeurs de l'île et le premier adversaire qu'il affronta fut un démon de rang violet, un loup géant. Le combat ne fut pas facile et le monstre ne tomba qu'après que le protagoniste eut lancé le sortilège de l'éboulement. Les démons de rang violet suivants à apparaître furent les singes furieux. C'étaient d'énormes et terrifiants monstres. Le protagoniste fila devant eux à la vitesse du son. Ensuite, il fit face à un crapaud géant, également un démon de rang violet. Sa langue mortelle attrapa la jambe du protagoniste et le monstre commença à le tirer vers lui. À ce moment, les singes furieux arrivèrent. Thomas les rassembla tous, activa sa technique céleste et invoqua une rafale de tempête et une frappe perçante. Un puissant courant de vent se forma autour d'eux, faisant tournoyer les adversaires. Pendant ce temps, le protagoniste activa sa frappe mortelle et attaqua les monstres. Peu de temps après, c'en était fini des démons. Il avait à peine repris son souffle que le plus puissant des démons de rang violet, un squelette noir, vint à sa rencontre. Le protagoniste activa son pouvoir magique. Il se tint sans crainte devant son adversaire et se souvint des paroles de son maître. Il lui avait appris que tout en ce monde pouvait être vaincu. S'il trouvait le point faible de l'ennemi, il devait rassembler ses forces et frapper de toutes ses forces. C'est pourquoi, à cet instant, le protagoniste activa la technique des cieux inversés, la concentration magique et invoqua une frappe céleste. Une vague mortelle s'abattit sur le squelette noir, le démantelant os par os. Le protagoniste expira lourdement et regardant autour de lui s'exclama « C'est le centre de l'île! » Comme son maître l'avait dit, il trouverait ici ce qu'il cherchait. Mais il sentait une pression magique colossale en ce lieu. Le protagoniste se tint résolument devant l'entrée du centre même de l'île et se dit « Eh bien, je verrai bien ce qui m'attend là-bas. » Thomas franchit le seuil et fut enveloppé par une protection magique. Il entendit la voix du démon qui lui dit « Ça t'a pris pas mal de temps. » Le corps du protagoniste se mit à trembler comme s'il allait se disloquer. Soudain, il fut projeté vers le haut et traversa tout le tunnel. Le protagoniste jura. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Quand il déboucha dans la pièce, il fut accueilli par le démon en personne. Il dit au protagoniste « Je vois que si tu es ici, c'est que tu as vaincu tous les démons de cette île. Il te reste une dernière épreuve, me vaincre. Si tu réussis, je t'accorderai n'importe quel vœu. Alors montre-moi ta puissance. » Le protagoniste le dévisagea avec surprise. Le démon flottait près du plafond du dôme magique. Thomas lui demanda surpris « Votre corps est transparent. » Le démon répondit « Bien sûr, puisque mon corps n'est pas ici, mais tu ne devrais pas t'en faire pour ça. Je suis comme ça, moi aussi. » Le protagoniste s'examina et réalisa que l'ennemi avait raison. Il s'exclama déconcerté « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Le démon répondit « Il est sous forme spirituelle maintenant. Il a érigé une barrière à l'entrée pour que seule une âme puisse la traverser, et son corps gît maintenant à l'entrée. » Le protagoniste s'exclama avec incrédulité. « De quoi parle-t-il? Comment a-t-il fait ça? » Le démon se mit à rire et dit qu'il ne pensait pas que ses descendants étaient aussi stupides. Le protagoniste fut encore plus surpris, des descendants. Le démon le regarda avec confusion et demanda « Pourquoi es-tu si surpris maintenant? Quoi ne serait-il pas son descendant? N'est-il pas de la famille du dragon divin? Pourquoi n'a-t-il pas de l'âme du souverain? » Thomas crut avoir mal entendu. Le clan du dragon divin est la famille impériale et la lame du souverain est l'épée de l'empereur. Il ne peut pas posséder une telle lame. Peut-être que cette île était une épreuve pour les descendants de la maison impériale. Le démon dit confus
Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Alors je vais simplement tout vérifier par moi-même. Il saisit son arme et se jeta sur le protagoniste, lui disant d'essayer de ne pas mourir trop vite. Le protagoniste pensa avec surprise. L'ennemi a une lame spirituelle entre les mains. Tout arriva si soudainement que Thomas n'eut pas le temps d'esquiver ou de parer le coup et se retrouva projeté contre le mur par la force de l'impact. Il allaita de stupéfaction. Quelle était cette sensation, tant de pensées étranges lui traversaient de l'esprit? Le démon s'approcha de lui et dit qu'il était maintenant convaincu qu'il était bien un descendant. Par conséquent, ils allaient continuer. Le protagoniste voulut lui demander d'arrêter, mais l'ennemi frappa à nouveau. Cette fois, cependant, le protagoniste était préparé et parvint à esquiver les coups du démon, mais il ne comprenait pas. Chaque fois qu'il était attaqué, sa tête commençait à lui faire mal. La technique de cet homme était si douloureuse. Il essayait de lui transmettre cette technique. Le démon l'attaqua de tous les côtés, mais le protagoniste fut capable de voir tous ses coups et de les éviter à temps. Le démon dit avec une pointe d'admiration « Tu as de bons yeux ». Thomas comprit qu'il ne pouvait pas suivre tous ses mouvements. Il devait renforcer ses yeux avec du pouvoir magique. De cette façon, il serait capable de prédire ses techniques, mais cet homme devenait plus fort à chaque coup. Le démon lui dit que pour sa gouverne, il pouvait se montrer bien plus sérieux. Le protagoniste pensa qu'il ne pouvait pas le vaincre. Cependant, s'il perdait contre lui, il aurait déçu son maître. Le protagoniste regarda son adversaire d'un air de défi et lui cria de ne pas le sous-estimer. Il pensa qu'il devait tout donner. Thomas commença à essayer de l'attaquer, mais l'autre esquiva ses assauts et lui demanda s'il pouvait prédire ses mouvements. Il se mit à bouger à une vitesse incroyable et dit que puisque c'était le cas, il allait voir s'il pouvait gérer cette technique. Il se déplaçait incroyablement vite et l'attaquait de différents côtés. Il fut surpris par cela, mais il rassembla ses forces et utilisa la technique du brise-tempête. L'homme en fut très étonné. Il sauta sur le côté et se mit à rire aux éclats. Il dit avec un large sourire que c'était plutôt pas mal. Il semblait que le monde extérieur était devenu bien plus intéressant. Il l'avait bien amusé. Il se mit en position de combat, brandit son épée et dit qu'il allait lui montrer ce qu'était la véritable force. Il ressentit une énorme pression à cause de cela et pensa qu'il ne plaisantait clairement pas. Il s'avérait qu'il n'avait fait que jouer avec lui jusqu'à présent. Il devait se défendre, mais ça ne suffirait pas. Il devait donc l'attaquer avant qu'il n'agisse. Il courut rapidement vers lui sur le point d'utiliser la technique de l'écrase-ciel. L'homme commença à attaquer avec son épée et utilisa la technique de l'éclair foudroyant. Il lui trancha le bras avec son épée, se tourna vers lui et demanda avec un sourire « Alors ça te plaît ?» Il tomba à genoux et le visage sous le choc pensa qu'il avait perdu et demanda pardon à son maître. L'homme s'approcha de lui donna une violente pichenette sur le front et lui demanda pourquoi il était si abattu. Combien de temps pensait-il qu'il s'était entraîné pour atteindre une telle force? Il n'aurait de toute façon pas été capable de le vaincre. Malgré tout, il l'avait forcé à attaquer à pleine puissance, alors il pouvait être fier de lui. Le protagoniste se calma un peu et pensa que c'était certain la seule raison pour laquelle il avait perdu était que l'autre s'était davantage entraîné. Il n'aurait pas pu gagner de toute manière. Il regarda son bras et demanda avec surprise « Mes blessures, elles guérissent. » Il regarda son épée et demanda « Croit-il que je pourrais transmettre mes techniques à mes descendants? Si tout le monde mourait ici, c'est à ça que sert la barrière. Quoique je n'entraînerai pas de parfaite faiblard. » Ils se regardèrent, il se leva, s'inclina et dit qu'il s'excusait et le remercia pour la leçon. Il le regarda avec un sourire et demanda « Au fait, comment t'appelles-tu? » Le protagoniste se présenta et il demanda d'un air songeur « Tu viens d'une branche secondaire. Il est surpris de voir à quel point tu maîtrises les techniques de combat au corps à corps. Alors au pays du soleil, on étudie maintenant les techniques de corps à corps. » Il répondit que ce n'était pas tout à fait vrai. Tout ça, c'est grâce à son maître. Il a ricané et a dit avec un sourire que c'était quelqu'un de bien. De toute sa vie, il n'a jamais eu un seul élève. C'est juste qu'à l'époque, personne n'était digne d'apprendre ces techniques. L'héritier du pays du soleil doit posséder une force exceptionnelle pour monter sur le trône. C'est pourquoi, afin de trouver une personne capable d'hériter de ces techniques, cette épreuve a été inventée. Il voudra lui poser une question. Qu'arrive-t-il au pays du soleil en ce moment? Il l'a regardé et d'un air un peu confus a répondu qu'il était prospère. Il s'est tourné vers lui et a dit avec un sourire qu'il s'était donc inquiété pour rien. Il aurait été heureux d'avoir un tel élève de son vivant. Il s'est gratté le menton et a dit qu'il comprenait ce qu'il voulait dire. Cependant, il était déjà devenu un maître pour lui. Il ne comprenait pas tout à fait, mais il semblait qu'il lui avait déjà transmis la technique. L'homme l'a regardé et a dit qu'il était venu ici et l'avait combattu uniquement avec ses techniques. En tant que maître, il n'avait rien fait pour lui. Thomas a répondu que pourtant il lui avait montré de nombreuses nouvelles techniques. On pourrait dire qu'il avait été son mentor. L'homme a souri et a demandé si maintenant il avait un élève. Même s'il était un maître du combat au corps à corps, il semblait que ce serait bien de lui enseigner l'escrime également. À y regarder de plus près, il s'était beaucoup entraîné à l'épée. Dans ce cas, il avait réussi son épreuve. Il allait lui accorder une récompense. C'était la lame de son propre maître.
Il a regardé l'épée l'air choqué et a dit qu'il n'était pas digne d'une telle récompense. Il a dit avec un large sourire que ce n'était pas le cas qu'il était digne de cette lame. Il était sur le point de protester, mais l'autre l'a immédiatement frappé sur la tête avec son poing et lui a dit de ne pas s'inquiéter pour des broutilles. Il a réussi son épreuve et mérite cette lame. Il a tout à fait le droit de manier la lame du maître. De toute façon, il la possède. Elle disparaîtra bientôt, au lieu de la gaspiller autant qu'elle lui serve. Il est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Il a saisi l'épée et d'un mouvement brusque de la main, il a libéré une puissante vague d'énergie. Il a regardé cette épée et a dit que même si ce n'était qu'une babiole, c'était dommage de perdre une telle lame. Le protagoniste a été choqué par ces paroles et y a réfléchi. Il a qualifié de babiole l'héritage de la famille impériale transmis depuis de nombreuses générations. Le maître a brandi son épée et a demandé pourquoi il était encore figé. Il doit se préparer, sinon il mourra. S'il n'en a pas besoin, alors il doit essayer de le vaincre. Il lui a demandé d'attendre d'un air confus, mais l'autre ne l'a pas écouté et a dit qu'il était temps de commencer leur combat à mort. Ils ont croisé le fer et il a dit avec un large sourire qu'il était temps de commencer. Au même moment, une jeune fille inconsciente s'est échouée sur le rivage de l'île. Quelque temps plus tard, il continuait de combattre son maître en pensant que 7 ans s'étaient déjà écoulés depuis qu'il avait été sacrifié et envoyé sur l'île des démons. Au début, il pensait que c'était la fin. Heureusement, il a rencontré un maître qui lui a enseigné des techniques célestes. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais maman n'a pas à s'inquiéter. Il va bien. Combien de temps s'est déjà écoulé? On dirait que le temps à l'intérieur du donjon et à l'extérieur s'écoule de manière complètement différente. J'ai l'impression de m'entraîner ici depuis plusieurs années, mais à l'extérieur, pas même un jour ne s'est écoulé. La barrière qui sépare son âme de son corps l'aide à endurer l'entraînement éreintant. Cependant, il ne pense pas qu'un tel entraînement aidera son corps physique. Le maître l'a regardé et a dit qu'il pensait probablement que l'entraînement ici n'aurait aucun effet sur son corps. Le protagoniste a rattaché, sa tête a nié et a dit que tout entraînement porte ses fruits. Il a dit d'un air calme qu'il ne devait pas s'inquiéter. Le corps spirituel a aussi sa propre forme. En fait, sa puissance magique est actuellement entraînée avec diligence. Après l'entraînement, sa puissance magique augmentera de manière significative. À son retour dans son corps, le réceptacle deviendra également plus fort pour supporter cette nouvelle puissance. Il a été surpris par cela et a demandé si cependant la puissance magique était trop grande, alors le corps pourrait ne pas être capable de la supporter et il mourrait. Il y a réfléchi et a dit à voix haute que c'était possible. Quand il reviendra, il le saura. Il a eu peur à cause de ça, et son maître a remarqué que sa main commençait à se dissoudre et a dit qu'il semblait que son heure était venue. Il a regardé ça et a demandé avec inquiétude ce qui arrivait à son corps. Il s'est tourné vers lui avec un sourire et a dit qu'il avait déjà mentionné avoir quitté ce monde. Maintenant, les vestiges de sa puissance divine quitteront ce monde à tout jamais. Il a commencé à lui caresser la tête et a dit que cependant il n'avait pas à s'inquiéter car il avait un successeur à qui il pouvait transmettre son savoir. Maintenant, il pouvait partir en paix. Tomo surpris s'est incliné et a dit qu'il lui était très reconnaissant. Il était reconnaissant de lui avoir donné la lame de l'âme et pour toutes ses instructions. Le maître l'a interpellé et lui a dit qu'il devait croire davantage en lui-même. Depuis qu'il est arrivé ici, il s'est toujours rabaissé. Pourquoi est-il devenu comme ça? Il ne le sait pas et ne veut pas le savoir. Cependant, il a été capable de surmonter toutes ses épreuves. En continuant de rabaisser ses mérites, il l'insulte également. Maintenant, il doit répondre à sa question. Veut-il continuer à insulter son maître? Il a nié à serrer le poing et a pensé qu'il avait raison. En continuant de se rabaisser, il souillait la mémoire de ses maîtres. Il a dit d'un air sérieux qu'il se souviendrait à jamais de cette leçon. Il a eu un petit rire et a dit l'air satisfait que c'était une excellente réponse. Il l'a appelé par son nom et lui a dit qu'il devait répondre à une dernière de ses questions. Était-il un bon maître? Il a immédiatement répondu que sans aucun doute. Il lui a fait un signe de la main en souriant alors que son corps disparaissait et a dit qu'il était heureux d'avoir un élève aussi assidu. Il était fier de lui. Il s'est incliné après sa disparition, mais son attention a été attirée par la vibration qu'il a ressentie. Il a sauté en arrière juste avant qu'une énorme pierre ne tombe d'en haut et a demandé à voix haute surpris « La grotte est en train de s'effondrer ». Il a remarqué que la sortie était bloquée. Son corps a commencé à être attiré vers la pierre sur laquelle était gravée « L'âme unique ». Il l'a regardée et s'est demandé « Est-ce qu'elle est en train de m'aspirer ?» Il a été transporté dans un lieu inconnu où il pleuvait. Il a commencé à regarder autour de lui, se demandant s'il était retourné dans son corps. Mais non, il était toujours sous sa forme spirituelle. Une créature s'est approchée de lui par derrière et il s'est demandé l'air effrayé quelle était cette aura sinistre. Seul le premier démon pouvait posséder une telle puissance. Il a regardé ce monstre et a pensé terrifié que son corps tout entier tremblait. Il ne pouvait pas gagner. S'il attaquait, il mourrait. Le démon a commencé à concentrer de l'énergie devant lui, mais une vague d'énergie d'une puissance inattendue lui a tranché le bras. Le maître a eu un petit rire et a dit avec un large sourire qu'il avait l'air furieux maintenant. Il fallait en finir. Le protagoniste s'est retourné et l'a regardé l'air surpris.
Le démon a créé plusieurs mains et a libéré plusieurs rayons d'énergie. Il a commencé à parer ces rayons avec son épée. Après quoi, il a sauté vers lui et s'apprêtait à frapper avec son épée. Il a porté un coup puissant, créant une explosion très violente. Il observait la scène, le visage choqué, se demandant ce qui se passait. Était-ce un pas de l'ombre? Dès l'instant où le maître a commencé le combat, il n'a pas pu les suivre du regard. Cependant, il savait de quel combat il s'agissait. Quiconque a grandi au Pays du Soleil connaît cette histoire. Au Pays du Soleil, une seule personne avait assez de puissance pour résister aux démons. Pour lui, c'était un véritable héros. En voyant ce combat de ses propres yeux, c'était comme si d'un seul coup il avait terrassé le dieu démon, le premier empereur du Pays du Soleil, le dragon céleste. Le maître a brandi son épée et a dit avec un sourire en coin que c'était de la fin. D'un dernier coup d'épée, il a tué le démon, et le protagoniste, en regardant la scène, a pensé qu'il semblait que la pierre contenait les souvenirs de ce jour-là. Peut-être que la signification des mots gravés sur la pierre représentait un cadeau d'adieu. Selon la légende, le premier empereur a tué un puissant démon. On dit qu'il l'a scellé sur l'île des démons. Pour apaiser sa colère, un sacrifice était fait tous les 10 ans. Cependant, la seule chose sur cette île était l'esprit du premier empereur. Au début, les gens étaient envoyés sur cette île pour passer l'épreuve du premier empereur. Après de nombreux siècles, l'épreuve fut oubliée et ils commencèrent à simplement se débarrasser des personnes indésirables. Pendant tout ce temps avant son arrivée, l'esprit de l'empereur était resté seul. Il a remarqué que son corps commençait à disparaître et a demandé « Est-ce que je vais y retourner ?» Il a appelé à voix haute le premier empereur et a dit qu'il était le successeur de son pouvoir. Il s'apprêtait à dire son nom, mais il a été expulsé de cet endroit. Il a pensé qu'en plein centre de l'île des démons, il avait trouvé un donjon caché. Cependant, il y a eu un effondrement. À ce moment-là, son âme est retournée dans son corps. Au centre de l'île démoniaque, depuis les profondeurs de l'abîme, le véritable empereur est né, né. Quand Thomas est retourné dans son corps, il a hurlé de douleur et a dit que le pouvoir se répandait dans tout son corps, que c'était si douloureux. Il s'est souvenu que lorsqu'il avait 10 ans, il avait demandé « Parle-t-il de la forme ?» Tenran a demandé « Alors tu es au courant. Le pouvoir magique circule dans tout le corps. Pour l'utiliser le plus efficacement possible, tu dois lui donner une forme. » Il a demandé en quoi c'était différent de l'utilisation normale de la magie. Il l'a regardé et a demandé « As-tu déjà essayé ?» Il lui a montré un mouvement de la main et a dit qu'il devrait essayer de le faire comme ça. Il a essayé mais n'a pas réussi à le reproduire et a dit qu'il n'y arrivait pas. Il n'arrive même pas à plier sa paume de cette façon. Il a dit avec un sourire que ce n'était pas si important. Si tu utilises constamment un certain mouvement en te servant de la magie, elle prendra cette forme. Selon la magie utilisée, la puissance de la forme peut aussi augmenter. La forme dépend de tes techniques. Une fois qu'une forme a été créée, elle peut être appliquée à tout moment ou même être imposée à une autre personne. Il s'est souvenu de ce qui s'était passé plus tôt et a dit que c'était comme à ce moment-là. Le protagoniste a alors dit à voix haute qu'il allait essayer. À présent, il pensait que, comme l'avait dit le premier empereur, son corps était en train de s'adapter à ce nouveau pouvoir. C'était une bonne chose qu'il ait appris des techniques de guérison, mais il semblait avoir développé une forme. Il pensait que c'était en voyant les souvenirs du grand démon qu'il avait pu développer cette forme. Pendant le combat, les mouvements de l'empereur étaient limpides. Il se déplaçait comme dans un manuel, mais à l'entraînement, c'était une toute autre personne. La technique du premier empereur, la lame divine, peut véritablement tuer même les dieux. Pour lui, tout ça n'était que des contes de fées. Mais maintenant, il comprend que son pouvoir n'est pas une fiction. Cependant, même avec une technique aussi incroyable, il a encore beaucoup à apprendre. Il prit l'épée qui se trouvait à proximité et se dit qu'il ne devait pas oublier les techniques célestes. Il avait 2 excellents maîtres. Il doit faire tout son possible pour ne pas décevoir leurs espoirs. Il entendit le tonnerre regardant le sommet de la montagne et se dit qu'à bien y réfléchir, l'île était trop bruyante. Kitomo est-ce que la conséquence de l'effondrement d'une falaise? Un grand monstre déboula sur lui à toute vitesse, mais il parvint à parer l'attaque avec son épée. Le démon de violet Wanudo le regarda et poussa un grand cri. Le protagoniste s'éloigna rapidement du monstre en se disant que l'assaut était d'une puissance redoutable. Une lame ordinaire se serait brisée sous un tel choc. Cependant, chaque lame sacrée de Mato possède une capacité spéciale et puissante. La lame sacrée du premier, l'épée divine, a la capacité de ne jamais se briser. Il toit ce démon et se dit que ce n'était pas très impressionnant. Pour la lame du premier, cette capacité est bien trop modeste, mais c'est compréhensible. La technique d'escrime du premier, le style divin à 2 épées, est beaucoup trop puissante. Une lame sacrée ordinaire n'aurait pas résisté et se serait brisée. Il s'assit par terre, le souffle court, et pensa que comme il s'y attendait, contrôler le pouvoir magique est difficile. Effectivement, cette technique d'escrime est encore trop dangereuse pour être utilisée en combat réel. Toute autre capacité que l'indestructibilité est superflue. Cependant, il connaissait le roi des épées, mais n'avait jamais entendu parler de l'épée divine. Le roi des épées avait la capacité de matérialiser des lames sacrées. Et l'épée divine, semble-t-il, n'avait que la capacité d'être indestructible. Cependant, il devrait s'en réjouir aussi. C'est quelque chose qu'il ne pourrait jamais obtenir, peu importe à quel point il le désire maintenant.
Il doit cesser d'être un parasite. Désormais, il sera le gardien de l'héritage de ses maîtres en ce monde, pour leur rendre la gentillesse qu'il a reçue. Avec sa force actuelle, traverser la mer à la nage devrait être facile. Cependant, il a peur de nager vers le monde extérieur. Quand il pense au monde au-delà de l'île, ses jambes se dérobent. Il lui manque le courage de franchir le dernier pas. Il entendit des bruits de pas se tournant vers la forêt et se dit que quelqu'un approchait. Ce n'était pas un démon, quelqu'un d'autre. Cette aura. Il vit une fille en sortir en courant et se demanda « C'est une personne ». Elle pointa la main vers lui et lui ordonna d'une voix forte de ne pas bouger. Il doit répondre « Qui es-tu » Thomas la regarda l'air choqué et se dit qu'il ne comprenait pas un traître mot. Un peu plus tôt, au large des côtes du pays du soleil, se trouvait l'aventurière Riz. Elle naviguait sur un bateau escortant un navire marchand en route vers le pays du soleil pour le compte de la guilde. Un démon s'approcha d'Ellery et dit que c'était incroyable que même une aventurière de rang A se batte avec autant d'acharnement. Il pensait qu'elle avait des amis avec elle, mais il s'avère qu'elle était seule. Elle le regarda et lui demanda à voix haute pourquoi il l'avait choisie pour cible. Il libéra une énergie sombre sur elle et dit que son espèce était une véritable entrave pour eux. Au dernier moment, elle leva les mains et créa un bouclier qui la protégea de son attaque. Elle pensa l'air inquiète qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie normalement. Son étrange rayonnement l'en empêchait. Il dit avec un sourire qu'elle résistait encore. Pensait-elle sérieusement avoir une chance dans une situation aussi désespérée? Elle regarda la poupe du navire détruite par son attaque et se dit qu'elle allait devoir prendre un risque. Le visage grave, elle lui cria de ne pas la sous-estimer. Le démon fut très surpris quand elle sauta dans l'eau. Il s'approcha du bord et dit qu'elle était stupide. Les courants au pays du soleil sont turbulents et grouillants de monstres, et ce même si sauter à l'eau rendait toute fuite presque impossible. Elle commença à se noyer en se disant qu'elle survivrait à tout prix. Plus tard, au moment où la montagne fut détruite, elle s'échoua sur le rivage de l'île et se mit à tousser. Elle dit l'air mécontent qu'elle ne pardonnerait jamais à ce monstre. La magie fonctionne à nouveau, mais elle l'a presque entièrement épuisée dans le courant marin. Elle est contente qu'au moins le sac à dos magique ait survécu. En fait, elle a un navire magique portable dedans, mais traverser la mer du pays du soleil sur un petit bateau, c'est un aller simple pour la mort. De toute façon, elle ne sait même pas où elle se trouve. Elle ne pouvait qu'espérer que quelqu'un se trouve à proximité. Plusieurs démons passèrent en courant près d'elle et elle se demanda l'air choqué. « C'est quoi cette île? » « Il n'y a que des monstres ici. C'est un cauchemar. Impossible pour elle de les combattre maintenant. » Elle regarda sur le côté et vit un ours triangle démoniaque, une créature classée qui la fixait. Elle esquiva l'attaque du monstre et cria que la foudre devait l'enchaîner. Elle utilisa le sort de corde de foudre, mais le monstre dissipa sa magie d'un coup de patte. Elle fut terrifiée lorsque ce monstre balança sa patte, mais à sa grande surprise, il commença à s'éloigner. Elle regarda sur le côté et vit une araignée démoniaque de bas rang. Le monstre sauta pour l'attaquer, mais elle fut sauvée par une puissante vague libérée par le protagoniste. Ri, l'air terrifié, se dit que c'était bien ça. Il lui semblait en avoir déjà entendu parler. Cette île est entourée par une mer déchaînée. Toutes sortes de monstres y forment leur propre écosystème. Une terre d'exil d'où quiconque ose y mettre les pieds ne revient jamais vivant. Au pays du soleil, il existe une zone très dangereuse, l'île de Neokuma. Elle se mit à courir en se disant qu'elle ne pouvait pas mourir sur cette île. Elle ne peut pas mourir. Elle courut jusqu'au rivage, l'aperçut et se demanda « Il y a quelqu'un sur cette île. » Elle tenta de l'entraver avec sa magie, mais il se gratta le visage et avec un sourire confus dit qu'il ne comprenait pas un traître mot. Elle lui cria de ne pas faire l'idiot. À ce moment-là, un ours leur fonça dessus et balança immédiatement sa patte pour attaquer. De peur, elle ferma les yeux mais entendit un impact violent. En les rouvrant, elle était sous le choc. Il tua ce monstre d'un seul coup surpuissant et elle se dit qu'il avait abattu ce géant en un instant. Est-ce là le grand feu du pays? Ce type possède une telle puissance et pourtant on ne sent absolument pas sa présence. Elle, une aventurière de rang A, ne perçoit pas sa présence. Il lui dit avec un sourire bienveillant que tout allait bien maintenant. Il avait complètement oublié qu'ils ne se comprenaient pas. Comment faire? Elle sortit un anneau de langue de son sac. Une fois porté, il permet de comprendre toutes les langues possibles. Elle lui fit signe de le mettre et il demanda s'il devait juste le mettre. Dès qu'il eut mis l'anneau, elle lui demanda qui il était et où il se trouvait. Le protagoniste fut surpris par l'effet de l'anneau, s'excusa, se présenta et dit qu'ils étaient sur l'île de Neokuma. « C'est plus clair comme ça, demanda Reese pensive. N'êtes-vous pas d'une famille noble du pays du soleil? » Il répondit que cette famille était en effet proche de la famille impériale, mais que ça n'avait rien à voir avec lui. Elle pouvait simplement l'appeler par son nom. Elle se calma un peu, se disant qu'au moins il n'était pas hostile. Elle ajouta qu'elle lui était reconnaissante pour son aide. Il n'était pas nécessaire de la vouvoyer. Ce serait plus simple. Il répondit que dans ce cas, il la tutoyerait. Au fait, qui est-elle? Elle s'excusa, se présenta et dit qu'elle était une aventurière de rang A du royaume d'Ars. Il la regarda d'un air perplexe et demanda ce que ça voulait dire. Elle fut choquée par cette question et dit qu'il semblait l'ignorer même avec l'anneau de langage. Depuis combien de temps était-il sur cette île? Il répondit calmement environ 7 ans.
Elle était sous le choc pensant qu'il avait passé 7 longues années sur cette île. Elle dit que dans ce cas, on pouvait lui pardonner de ne rien savoir. Le royaume d'Arles et le pays du soleil ne commercent ensemble que depuis quelques années. Apparemment, il y a beaucoup de gens du continent au pays du soleil maintenant. Il demanda d'un air pensif à quoi ressemble ce pays maintenant. Il remarqua que ses jambes flageolaient. Elle commença à tomber, mais il la rattrapa en pensant qu'elle n'était pas blessée, mais que son pouvoir magique était instable. Peut-être était-elle très fatiguée. Il l'allongea délicatement sur le sol et lui demanda si elle pouvait attendre un peu. Il fit signe à l'ours, qui commençait à peine à se relever après son attaque de s'approcher. Elle pointa le doigt vers le monstre et demanda d'une voix forte « C'est quoi cet ours au juste ?» Thomas s'excusa de son ignorance, commença à achever le monstre et expliqua que cette île était pleine de yokai rares. Il l'appelle l'ours triangle. Un nom simple, n'est-ce pas? Cependant, sa vésicule biliaire est un aliment très nutritif. Il la mit dans une assiette et dit « Tiens, tu peux boire. » Elle le regarda avec une expression horrifiée et demanda d'une voix forte « Ça se boit vraiment? » Il dit que le goût n'était pas très agréable, mais qu'il garantissait le résultat. Elle s'éloigna de lui horrifiée et cria « Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est tout simplement impossible à boire. » Il parut contrarié, s'excusa et dit que bien sûr il n'allait pas la forcer. Elle s'excusa à son tour disant que c'était trop pour elle, cependant qu'elle lui était quand même reconnaissante de l'avoir préparé. Il continua à boire en se disant qu'elle était la première invitée sur cette île et qu'il avait fait une folie. Et vraiment, offrir une chose pareille lors d'une première rencontre, c'est trop. Elle le regardait avec horreur le boire. Il le buvait avec plaisir. Il la regarda et lui demanda ce qu'elle comptait faire maintenant. Elle répondit que naturellement, si elle avait l'occasion de rentrer, elle rentrerait chez elle. Cependant, elle avait entendu dire que cette île était entourée par une mer déchaînée dans laquelle même les grands navires pouvaient sombrer. C'est ça. Il était impossible de partir d'ici. Si seulement elle pouvait traverser cette mer. Il se demandait si une fois la mer traversée, elle pourrait rentrer chez elle. Ré d'un air songeur dit qu'elle possédait un bateau magique qu'elle pouvait emporter avec elle. Elle savait dans quelle direction se trouvait son pays, mais elle changea d'avis, se mit à secouer la tête en signe de refus et déclara que c'était tout de même impossible. Elle ne pourrait pas traverser une mer infestée de monstres dans un si petit bateau. Si seulement elle maîtrisait la magie de déplacement. Le héros lui tendit la main et lui proposa de la raccompagner. Elle fut choquée par cette offre et pensa que ce type, tout ce qu'il... C'est être fait, dépasse l'entendement.